Voilà. Alors, on en est donc toujours dans notre étude merveilleuse du Eshet Raïl. Et on est déjà arrivé au verset 7, les filles. Donc on a fait déjà le tiers. Et aujourd'hui, ce que le roi Salomon va nous apprendre, c'est à être décidé. En fait, il va nous apprendre à être moins hésitante. On aimerait bien être moins hésitante. Franchement, au quotidien, c'est un peu enquiquinant toutes ces décisions qu'on a à prendre. On n'arrive pas à aller de l'avant. Est-ce que je prends ce boulot? Est-ce que je me mets à mon compte? Ce garçon, j'aime bien son caractère, mais je sens pas que j'ai le coup de foudre. Quelle école pour mes enfants, celle qui est en bas de chez moi ou celle qui est un peu plus loin et qui m'obligerait à prendre la voiture mais qui aurait un enseignement plus adapté. Bref, on est toujours là en train de se poser 36 000 questions. Et avant d'y répondre, en fait, pour celles qui rejoignent la série de Eshet Raïl, il faut comprendre un petit peu la portée de ce qu'on étudie. Comme je l'ai dit, donc le Eshet Raïl a été écrit par le roi Salomon. Il a même une version antérieure, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Et il décrit, verset après verset, la quintessence de la femme juive. Et le Midrash nous fait remarquer qu'il y a 22 versets allant de Aleph jusqu'à Tav, c'est-à-dire embrassant tout l'alphabet hébreu en entier, comme on dirait aujourd'hui, si vous voulez, de A à Z. Pour nous dire que quoi? Déjà, de A à Z, ça veut dire que toutes les femmes du clan Israël sont incluses dans la description du Eshet Raïl. Oui, vous et moi. Depuis Sarah Imenu qui a vécu il y a 4000 ans jusqu'à nous en 2020, on est toutes cette échelle Eshet Raïl que Shlomo Amelech nous décrit. Chacune avec son cocktail, bien sûr, qui fait d'elle un être unique. Alors vous allez me dire, mais du coup, si c'est moi que le roi Salomon décrit, pourquoi a-t-on besoin d'une telle description? Pourquoi a-t-on besoin d'étudier ça? Parce qu'en fait, les filles, c'est essentiel à comprendre, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas assez. On ne soupçonne pas la valeur que l'on a. On ne soupçonne pas qui on est. Et surtout dans une société occidentale qui a des valeurs qui sont complètement à l'envers du Hémet, à l'envers de la Torah, on ne sait plus qui on est, on n'a pas conscience de nos forces. Et le roi Salomon, il vient, il dit, mais tu sais qui tu es? Tu sais ce que tu as en toi? Batar Balev Bala, tu es confiante. Gamaletu Velora, tu es encourageante. Darshat Semer ou Fishtin, tu es responsable. Aïta Kainot Socher, on a vu la dernière fois, tu es entreprenante. Vatakom, on a parlé. Tu es, pardon, Aïta, c'est tu es indépendante, excusez-moi. Vatakom, c'est tu es entreprenante. Et aujourd'hui, Zamema, le 7e verset, il va nous dire tu es décidé, tu es déterminé. Ah bon, moi je suis déterminée. Allez, venez, on va regarder ensemble comment c'est possible que nous on soit déterminés. Et le Midrash il poursuit. Il dit tu veux que je te dise pourquoi c'est écrit de A à Z le Eshet Raïl? Écoutez bien, c'est merveilleux. Le Midrash nous dit parce que tout celui qui a épousé une femme vertueuse est considéré comme ayant accompli la Torah tout entière. C'est les mots du Midrash. Et la Gemara dans le traité Yevamot va encore plus loin. Dit Kol Adam Shenlo Isha, tout homme qui n'est pas marié. Shaoui Belo Simcha, il n'a pas de joie. Belo Beracha, il n'a pas de bénédiction. Belo Tova, il n'a pas de bon dans sa vie. Belo Torah, il n'a pas de Torah parce qu'il n'a pas la Torah féminine de sa femme. Belo Choma, il n'a pas de muraille, il est vulnérable. Belo Shalom, il n'est pas serein. Kol Adam, elle conclut la Gemara, dit Kol Adam Shelo Isha Eino Adam. Lo Nikra Adam, un homme qui n'a pas de femme, il n'est pas appelé un homme. Il faut s'arrêter sur ça, il faut s'arrêter sur ce Midrash. Écoutez bien, il nous dit comme ça le Rav Yakovson. Il nous dit si le Eshet Raïl il décrit la femme dans sa quintessence, mais il nous dit également qu'en fait, ça représente toute la Torah de A à Z. Alors, il fait un lien par transitivité d'égalité. Il nous dit que la femme et la Torah, c'est la même chose. La femme juive est un Sefer Torah vivante. C'est un Sefer Torah vivant, la femme juive. Toute la Torah se trouve naturellement en elle, à condition que quoi? Que, un, elle se préserve des mauvaises influences.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les influences où on lit des magazines, on dit mais attends, mais c'est vraiment ça finalement l'être humain, on regarde une émission de télé et ça nous bousille notre connexion Wi-Fi avec Hachem. Attention aux interférences extérieures. Qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles apprennent à se connaître parce qu'elles ne soupçonnent pas qui elle est. Et c'est tout le but du Eshet Rahil. Le roi Salomon l'a écrit pour que l'on sache qui l'on est, pour que l'on sache quelle est notre valeur. Et Dieu le bénisse pour ça. Alors, Zamema Sade Vitikraeo, Mipri Kapea Nata Kairem. Là, alors je vous le traduis en français, Zamema. Alors Zamema, elle jette son dévolu, elle repère un champ, d'accord? Vetikareu, elle l'acquiert et avec le produit de ses mains, de son travail, elle va planter un vignoble. Ok, quoi? Quel rapport avec ma vie? J'ai ni champ, ni vignoble, ni quoi que ce soit. Alors, le même Loès, dommage que je ne vous ai pas amené, il faudrait que je vous amène un jour les livres qui sont mes sources. Le même Loès, il explique comme ça. Il dit qu'en fait, il s'agit d'une nouvelle aventure dans la vie de la Eshet Rahil. Lorsqu'elle arrive à un âge plus avancé, eh bien, elle va étendre la gamme de ses activités professionnelles. Jusqu'alors, on avait décrit qu'en fait, elle avait des activités commerciales. Aïta Kainot Socher, elle est comme vous vous rappelez, un navire. On a expliqué en fait que son métier principal, c'était le commerce. D'accord? C'est pour ça qu'elle va chercher Darshat Semer ou Fichtin, elle va chercher des matières premières pour pouvoir fabriquer, etc. Et nous dit le même Loez, eh bien, la Eshet Rahil se rend compte que ses activités commerciales la retiennent trop longtemps en dehors du foyer. C'est vrai que tenir un magasin pour une femme, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, elle décide finalement d'acheter un champ, de planter un vignoble pour cultiver la vigne et vendre après du vin, et puis ainsi augmenter ses revenus. Ok. Et pour mener à bien son projet, eh bien, ce qu'elle a fait, c'est que dans le commerce, elle a travaillé avec un zèle infatigable et elle a pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir acquérir ce terrain sans avoir recours à un crédit. C'est la description du Me'am Loez. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il nous décrit sa démarche dans tous les détails, de A à Z, comme on a dit de Eshet Rahil, de Aleph à Taf? Pourquoi il nous décrit tout ça? Pourquoi la Torah, elle vient et elle nous décrit ce changement de carrière? Quelle est la leçon éternelle que le roi Salomon veut nous faire passer? Alors évidemment que la leçon éternelle, c'est ni qu'elle est capable d'investir dans le foncier, ni qu'elle sait mener de front une carrière ambitieuse. Le Malbim y vient, il dit, sache que la grandeur de la personnalité de la Eshet Rahil, elle se cache dans ce verset. Elle est capable de prendre des décisions et d'aller de l'avant lorsqu'elle doit faire des choix dans la vie. Elle est déterminée. Elle ne reste pas figée sur les décisions du passé. Elle s'était lancée dans le commerce, ok, et finalement elle a vu que ça la retenait, alors elle change. Avant, elle travaillait d'arrache-pied et finalement, elle a décidé de lever le pied. Avant, elle travaillait, elle était salariée dans une entreprise et maintenant, elle a décidé de travailler à son compte. Avant, elle ne travaillait pas parce que les enfants étaient en bas âge. Maintenant, les enfants ont grandi et elle va s'y mettre. J'ai des amis qui se sont mis à retravailler après 15 ans. 15 ans d'arrêt. Et c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Israël, c'est très, très commun. Et je trouve ça magnifique que le pays, justement, il donne sa chance à ces femmes qui n'ont pas pu avoir une carrière, qui se sont consacrées à leurs enfants, et c'est le métier le plus extraordinaire du monde, et finalement qu'après elles ont aussi la chance de se lancer dans la vie professionnelle. Mais c'est ça qui nous dit le verset. Il nous dit elle ne reste pas figée sur les décisions du passé. Elle est tout le temps en alerte. Lorsqu'elle constate qu'elle doit opérer un changement, elle ne tergiverse pas pendant des heures, la Eshet Rahil. Elle ne se noie pas non plus dans le problème pendant des heures. Hop, elle vend, elle met de l'argent de côté, elle achète, elle plante, tac, tac, tac. Elle est capable d'aller de l'avant. Grâce à quoi, nous dit le Malbim? Grâce à la vision claire de ce qu'elle souhaite dans sa vie. Je m'explique. On a toutes des dilemmes dans la vie sur des sujets mineurs, comme par exemple, est-ce que ce soir, disons que j'ai un mariage ce soir, est-ce que je vais au mariage, je sais que ça fait plaisir à la Kala, ou bien je reste avec mon mari et mes enfants. Ou alors, c'est bien sûr pour des sujets qui sont d'ordre majeur, comme par exemple, est-ce que je prends ce travail qui est bien rémunéré, mais
qui ne m'offre aucune flexibilité, ou bien un travail plus flexible, mais qui est moins rémunérateur. Et parfois, la solution, elle nous paraît évidente, et parfois, la décision est plus complexe. Et le Eshet-Raël, il nous donne la solution pour ne pas s'embourber dans le problème. Vous savez que nous, on est tiraillés, ça nous ronge. On prend une décision, mais en fait, on est en train tout le temps de se dire, mais si j'avais pris l'autre décision, peut-être que ça aurait été mieux, et on est toujours comme ça entre le popotin, je sais pas comment dire, entre deux chaises. Alors, il faut bien sûr réfléchir, faire de son mieux, demander conseil, d'accord? Et prier pour Hachem pour nous donner le discernement. Mais finalement, tout cela n'est pas valable tant qu'on n'a pas défini nos objectifs dans la vie. On doit avoir une vision claire et pas une vision vague de ce que sont nos objectifs dans la vie. Et c'est que quand on a en fait ordonné nos priorités, qu'on va pouvoir faire nos choix de façon efficace et rapide. Ça veut dire quoi, efficace et rapide? Efficace, le meilleur choix possible, d'accord? Et rapide, sans que ça nous ronge. D'accord? C'est-à-dire sans qu'on soit en train de regretter finalement d'avoir choisi B et qu'en fait il aurait mieux fallu choisir A. Finalement, c'est ça la pire des choses. Parce que quand on a l'impression de ne pas avoir fait le bon choix, on ne s'investit pas complètement et donc du coup, on n'arrive pas à vraiment exploiter la décision qu'on a prise. Et donc à la fin, on dit « Ah, tu vois, j'avais pas pris la bonne décision. » Mais c'est normal. Tu t'es appris ce travail en te disant peut-être que j'aurais dû rester avec mes enfants, peut-être que j'aurais dû rester avec mes enfants. Et donc en fait, tu es au travail, mais tu n'es pas au travail. Donc toi-même, tu t'es auto-saboté. D'où l'importance, pas de prendre la décision la plus optimale, mais de la prendre de la façon la plus déterminée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ou pas? Dites-moi dans le chat si vous avez besoin de précision. En fait, une femme, elle porte toujours de nombreuses casquettes dans la vie. Elle est parfois épouse, elle est fille, elle est amie, elle est mère, elle est collègue, elle est sœur. Et en fait, il arrive très souvent que ces rôles, si vous voulez, ils empiètent les uns sur les autres. Et que du coup, on doit faire des choix. Reprenons tout à l'heure l'exemple que j'ai donné. Est-ce que je pars à ce mariage et ça ferait vraiment très plaisir à la Kala, ou bien je reste avec mes enfants? Si moi, j'ai défini que mon objectif en tant que mère, c'est de passer au moins un moment de qualité avec chacun de mes enfants chaque jour. Moment de qualité, ça peut être même un quart d'heure, peu importe. Eh bien, j'ai un indicateur qui va me permettre de sortir du dilemme en 2 minutes. Le dilemme, sortir au mariage ou rester à la maison. Mon indicateur, c'est quoi? C'est que si j'ai déjà passé du temps avec chacun de mes enfants et avec mon mari, alors il est encore temps de partir au mariage pour aller faire cette grande mitzvah extraordinaire de réjouir la mariée. D'accord? En revanche, si ça n'a pas été le cas, et je sens que les enfants sont en demande, alors là, tout d'un coup, ce qui vient prendre le pas, c'est mon rôle de mère, parce que je ne l'ai pas accompli comme je le dois aujourd'hui, pas encore. Et donc, c'est le moment d'appliquer les priorités que je me suis fixées dans ma vie. Et j'irai chez Babrachot, je lui passerai un coup de fil, peu importe. D'accord? Ou bien, par exemple, on a donné l'exemple, est-ce que je prends un travail qui est plus flexible, moins rémunérateur, ou bien moins flexible, mais qui est bien rémunéré. D'accord? Regardez, tout simplement, on voit, si ma contribution à la Parnassa, elle est vitale au point qu'il vaut mieux que je rentre un peu tard le soir, eh bien, j'ai la réponse à ma question. Et sinon, en fait, ce qui est important, c'est ma présence, parce que c'est ça qui est vital pour ma famille. Et donc, il vaut mieux qu'on se restreigne au niveau financier, mais que, eh bien, je sois là, je sois au rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le président Eisenhower, qui était le premier président américain après la Seconde Guerre mondiale. Il a mis en place une grille, si vous voulez, de to-do list. Comment ordonner les choses qu'on a à faire, qui est révolutionnaire. Moi, ça fait 10 ans que je l'applique dans ma vie professionnelle comme personnelle. Alors, comment il fait? Il y a 4 cases, d'accord? Il y a l'important qui est urgent, il y a l'urgent pas important, il y a l'important pas urgent et il y a le pas important pas urgent. Et il dit, tu commences ta journée avec toujours l'urgent important. D'accord? C'est normal, c'est l'urgence, il faut inscrire le petit au GAN, c'est important et c'est urgent. Après,
tu as l'urgent qui n'est pas fondamental, c'est payer les factures par exemple. C'est vrai que il faut le faire, c'est pas ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est pas une valeur essentielle, mais si on paye pas les factures, on va plus avoir d'électricité. Et il y a la case qui est la plus importante en fait, qui est l'important pas urgent. Il dit celle-là, c'est toutes les choses fondamentales auxquelles tu crois, mais finalement tu y consacres pas du temps. Et donc finalement, toutes ces choses tellement importantes dans ta vie, eh ben, tu risques de les laisser filer. Et tu vas arriver 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas dire « Oh là là, je suis passée à côté. » En fait, ça ressemble à quoi? Les maîtres du Moussard, ils disent ça ressemble en fait à quelqu'un qui monte dans le métro et qui va aller north side, il va aller vers le nord. Et il se rend compte qu'il est monté dans le mauvais train qui va vers le sud. Alors que fait cette personne? Eh bien, elle change de côté, elle s'assoit sur la banquette en face. Et elle se dit, c'est bon maintenant, je vais plus vers le sud, je vais vers le nord. Mais non, ça sert à rien, ça marche pas. Tu dois descendre le plus rapidement possible de ton train et aller dans le bon pour pouvoir vraiment arriver à destination. Sinon, tu peux complètement t'enfoncer dans l'erreur et passer complètement à côté, comme malheureusement vous savez il y a des gens comme ça qui ont investi beaucoup dans leur carrière et puis arrive l'âge de l'adolescence et les enfants disent bah t'as pas été présent et ils s'en veulent, ils s'en mordent les doigts. Or si c'était quelque chose de clair, eh bien ça aurait été un rappel pour eux, ils auraient investi plus. Après on peut plus rattraper les choses, ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile, d'accord? Donc c'est ce qu'elle nous dit, l'Aïcha Trail. Change de cap, avant de te laisser embarquer dans la mauvaise destination. La vie, elle est dynamique, elle avance, d'accord? Et ne reste pas campée sur tes positions du passé, d'accord? Et l'Aïcha Trail, donc, elle a défini ses priorités et dès qu'elle voit que ses décisions prises dans le passé, comme on avait dit, celle de faire du commerce, n'est plus adaptée aux conditions du présent, elle n'a aucun problème à changer. On peut changer une carrière, on peut changer de maison, on peut changer de ville, on peut changer de mari. Non, je rigole. On peut changer de travail. Anaïs. C'est une blague. Et justement, on va en parler du mari parce que regardez, c'est très intéressant. À chaque fois, j'oublie de vous mettre je sais pas, faire le texte en écran, mais bon, c'est pas grave. Nata. C'est écrit donc planté. C'est très intéressant parce que c'est écrit en fait au masculin. Alors en général on le traduit au féminin parce que sinon ça n'a aucun sens. On dit elle achète un vignoble, elle achète un champ et il y a marqué il plante un vignoble. D'accord? Et en général on dit bon il y a une erreur alors on traduit comme ça. Mais non, il y a écrit Nata au masculin. Parce que nos Chachamim nous disent que c'est son mari qui plante. Grâce à quoi? Grâce au caractère décidé de sa femme. La Aïcha Trail, elle a une telle clairvoyance dans la vie qu'elle donne confiance aux gens de son entourage. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien de plus angoissant dans la vie que d'être associé à quelqu'un d'indécis. On ne sait pas où on va. La Aïcha Trail, elle ne prend pas non plus des décisions irréfléchies, spontanées, sans réfléchir. Elle pèse le pour et le contre. Elle a ses indicateurs qui sont clairs. Et grâce à ça, elle est capable d'aller de l'avant. Et du coup, elle vraiment prend à bras le corps tout le reste de son foyer. Donc ça, c'est un trait de caractère qui est fondamental et je vais vous l'envoyer après le cours parce que sinon ça va trop interrompre, je vais vous envoyer ça. On disait quoi? On disait que l'Aïcha Trail, donc, ah oui, ce que nous dit le roi Salomon, c'est qu'en fait, on a ça en nous les filles, on a ça en nous. On est décidé, on est déterminé, même si on ne le soupçonne pas, même parfois on s'est un petit peu endormi chez nous, il suffit simplement de le réveiller, d'activer cette mida en nous, mais il faut savoir que c'est présent en nous. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit que derrière chaque verset de Aïcha Trail se cache une grande femme du Tanakh, de la Bible. Alors, qui est la femme qui se cache derrière ce verset? Il s'agit de la maman de Moshe Rabbeinu, Yocheved. Qui est Yocheved? Alors déjà, il faut savoir quelque chose de magnifique. C'est que Yocheved est en fait arrivé en Israël avec Yaakov et toute la famille. Vous savez, ils étaient 70 âmes
à rentrer en Eretz Israël. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on lit le texte, on voit qu'il y a marqué qu'ils étaient 70, mais on compte 1, 2, 3, 4, on arrive à 69. On dit c'est bizarre, la Torah se trompe-t-elle? Évidemment que non. Donc Rashi il vient, il a bien sûr décelé l'anomalie, et dit tu veux savoir qui est la 70e personne? Et il donne 2 avis. Il s'agit de Yocheved, qui était alors dans le ventre de sa maman. Et le deuxième avis, c'est quoi? Il s'agit de la Shrina, de la présence divine. Alors vous savez que quand Rashi rapporte 2 avis, eh bien ils vont ensemble. Alors j'ai entendu d'un Rash, je ne me rappelle plus son nom, excusez-moi, c'est que la Shrina et Yocheved, c'est la même chose. La Shrina était incarnée par Yocheved. Et Yocheved, elle a vu tout l'esclavage qui s'est mis en place, toute la souffrance du Ham Israël. Au fur et à mesure, elle a vu la situation du Ham Israël se dégrader. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Pharaon a vu que la population s'agrandissait malgré toutes les persécutions, et surtout que ces astrologues sont venus, on dit attention, il y a le Goël, il y a le sauveteur qui va naître, on a vu dans les étoiles que leur sauveteur va bientôt naître. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'assassiner les bébés juifs, les nouveau-nés mâles, garçons. Alors il mandate, il convoque les sages-femmes juives qui sont Yocheved, la maman de Moshe, et Myriam, la fille de Yocheved, et qui sera donc la sœur de Moshe. Moshe n'est pas encore né à ce moment-là. Et il dit, voilà, dès que vous allez donner naissance, si c'est un garçon, vous le zigouillerez. Évidemment, Myriam, petite fille à ce moment-là, elle aidait déjà sa mère. Elle commence à dire, mais quelle honte, mais tu es un méchant roi, mais malheur à toi, le jour où Dieu te punira. Et là, on imagine Yocheved qui dit, chut, tais-toi, il va nous zigouiller. Alors elle dit, Yocheved, désolée, elle est petite, elle ne sait pas ce qu'elle dit, ciao, bye. Elle sort, elle quitte le palais de Pharaon et elle ne se pose même pas une seule demi-seconde la question. Elles n'ont absolument aucune intention, mais alors aucune intention d'obéir à Pharaon. Même si elles savent que de désobéir à l'ordre du roi signifiait la mort. Mais, excusez-moi, tuer des bébés, pour nous, c'est impossible. Et à partir de ce moment-là, le Midrash nous décrit quelque chose de magnifique. Non seulement elles ne se contentèrent pas de remplir leurs obligations de sage-femme, mais elles ont commencé à s'investir encore plus. Elles priaient à chaque fois pour que l'enfant naisse en bonne santé, parce qu'elles avaient peur que Chas v'Shalom, en cas de malformation, de mort-né, on les soupçonne de malveillance. Elles priaient à chaque fois pour que les mères soient fortes et en bonne santé. Et hop, toutes les prières, à ce moment-là, elles ont été exaucées. Toutes leurs prières marchaient du tonnerre. Il n'y a eu aucun mort-né, aucune femme décédée en couche. Les femmes, elles accouchaient, hop, elles se relevaient comme Kate Middleton. Et puis, quelque chose de magnifique, elles ont ouvert un gomar. C'est quoi un gomar? C'est quand en fait, par exemple, il y avait des familles un peu plus riches. Alors ils disaient, ah toi t'as déjà 2 poussettes. Écoute, il y a la famille Ben Simon qui a accouché à côté. Est-ce que tu peux lui prêter une poussette parce qu'elle en a pas. Elles ont commencé à organiser plein comme ça d'échanges pour que les familles pauvres puissent pouvoir profiter également et donner le meilleur pour leur enfant. D'ailleurs aujourd'hui il y a encore un gomar. En Israël, il y a beaucoup de gmarim, c'est en fait tous ces systèmes, si vous voulez, ces associations d'échange. Et le plus grand s'appelle justement Shifra et Poua, qui sont donc les seconds noms de Myriam et Yocheved. Et d'ailleurs, Shifra et Poua, d'où ça vient ces noms, c'était leur surnom. Mais la Torah les a gardés parce que c'était quelque chose d'essentiel à garder. Shifra milachon l'échaper. L'échaper, c'est faire beau. Quand l'enfant naissait, eh bien, elle prenait l'enfant, elle le nettoyait, elle le lavait, elle le faisait beau. Comme ça, la mère elle était contente d'avoir un enfant beau sur elle. Et elle, Poua, c'était Myriam, ça veut dire comme Poua, elle faisait comme ça, elle calmait les enfants, les bébés qui venaient de naître, pour que en fait quand elles mettent le bébé sur la mère, alors qu'on est en plein esclavage, on est en pleine persécution, eh bien le bébé il est beau, il est serein, et elle aussi,
la femme, elle repart sereine. Il faut s'imaginer, ça veut dire qu'on était en pleine résistance, elle faisait quelque chose de complètement interdit. Et elles auraient pu dire allez vite, vite, allez ça y est on accouche, allez on y va. Non, 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 il n'y a pas. Elles s'arrêtent, elles prennent, elles s'investissent à fond, elles restent encore 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout le temps que la maman a besoin, même si elles savent qu'il y a les troupes de Pharaon qui pourraient les prendre la main dans le sac à n'importe quel instant. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, Myriam Yocheved, en fait c'est Yocheved l'initiatrice de ce mouvement, eh bien, non seulement elle a résisté au décret de Pharaon, mais elle a été au-delà en rajoutant du chesed au fait de contrecarrer les ordres de Pharaon. C'est toute l'histoire de la sortie d'Égypte, justement, c'est une histoire de solidarité féminine. Ça me rappelle cette histoire, vous savez, on a fait Yom HaShoah la semaine dernière, et ça m'a rappelé l'histoire d'une femme qui s'appelait Francine Christophe, qui a été internée dans le camp de Bergen-Belsen. Elle était alors toute petite fille, peut-être 8 ans. Et en tant qu'internée de Bergen-Belsen, elles avaient des avantages par rapport aux autres camps de concentration. C'est qu'elles avaient le droit de prendre une mallette avec des affaires personnelles. Et la maman, lorsqu'elle a fait la mallette, eh bien, elle lui a mis dedans un carré de chocolat. Et elle lui a dit, je le garde pour le jour où tu seras à terre, ce morceau de chocolat t'aidera à te relever. Et donc, elles sont arrivées dans le camp, et sa mère était la chef de la baraque. Et un jour, il y a une femme qui a accouché. Elle a accouché dans le camp, et la maman vient voir la petite Francine et lui dit, tu te rappelles le chocolat qu'il y a dans ta mallette? Alors, elle lui répond oui. Elle lui dit, ça va, tu te sens bien? Oui, est-ce que tu peux t'en passer? Parce que notre amie Hélène est en train d'accoucher, elle ne va pas survivre si elle n'a pas un petit peu de sucre. Est-ce que tu lui donnes ton chocolat? Alors elle lui a dit oui, bien sûr, bien entendu. Et vous regarderez la vidéo, elle est magnifique, elle raconte que le bébé n'a jamais pleuré. Il est né et il a pleuré la première fois lorsque le camp a été libéré. Et pendant 6 mois, il n'a jamais poussé un cri. Et elle dit, lorsqu'il a été libéré, il a crié et c'était là sa naissance. Et bien des années après, Francine a organisé un séminaire et le titre des séminaires c'était « Que se serait-il passé si nous avions des psys après la Seconde Guerre mondiale ?» Et après le séminaire, eh bien, il y a une femme qui était psychothérapeute de Marseille, qui est venue la voir, qui dit « Je voudrais donner quelque chose à Francine Christophe ». Elle a sorti un morceau de chocolat de son sac, elle lui a dit « Je suis le bébé ». Et ça, c'est notre histoire. Vous savez, aujourd'hui, c'est le Yom HaZikaron. Derrière chaque soldat qui est mort, il y a une mère qui a donné son fils pour Eretz Israël. Et c'est exactement la résistance de Yocheved et tout ça, c'est lié en fait. Et le Midrash, pas le Midrash, la Torah nous dit que Hachem a récompensé Yocheved et le peuple s'est multiplié. Alors là, on demande, mais alors c'est quoi, de quelle récompense il s'agit? Et le Orachem Akadosh, il dit, sa récompense à Yocheved, c'est que le peuple s'est multiplié. Parce qu'elle avait une telle motivation d'aider, de donner naissance, de respecter la volonté de Dieu, que du coup, Hachem l'a récompensée en donnant encore plus de bébés à sauver. Et la récompense ultime, bien sûr, de Yocheved, l'initiatrice donc, de ce mouvement de résistance, c'est d'avoir donné naissance à Moshe Rabbeinu, qui pesait à lui tout seul, c'est ce que nous dit le Midrash, la totalité du Klal Israël. En fait, on dit que Yocheved a planté une vigne. C'est quoi la vigne? C'est le Klal Israël, qui est appelé vigne. D'accord? Et donc, en ce jour de Yom HaZikaron, on se souvient que c'est grâce à la bravoure de Yocheved que nous avons eu le mérite de sortir d'Égypte, grâce à la naissance de Moshe Rabbeinu, qui allait nous faire rentrer en Israël quelques 120 ans plus tard. Et aujourd'hui, on se souvient que c'est grâce à la bravoure de nos soldats et de leurs familles que nous sommes revenus il y a un siècle et qu'on s'y maintient encore aujourd'hui et jusqu'à la venue du Mashiach. Alors, en conclusion, Yocheved, elle est comme l'Aïchet Traïl. Elle a des objectifs tellement clairs
qu'à aucun moment elle a une once d'hésitation d'écouter les ordres pharaons. Pour moi, la valeur suprême, c'est de respecter l'ordre divin, c'est de donner naissance, c'est la vie. Toi, Pharaon, tu veux la mort, moi, ma valeur suprême, c'est la vie. Puis surtout, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que pour elle, la délivrance du Ham Israël, elle est immédiate. Il faut juste tenir bon, il faut juste continuer à aller de l'avant avec force de caractère et Emouna. La libération, elle est proche. Et il va bien falloir créer la génération de la libération. Et une des preuves de cette clairvoyance, c'est justement que quand elles vont sortir d'Égypte, les femmes, elles vont chanter et elles vont accompagner leur chant d'instruments de musique. Elles vont avoir des tambourins. Parce que pour elles, c'était tellement clair que déjà des mois auparavant, avant la sortie d'Égypte, eh bien, elles ont dit, quand on sortira d'Égypte, on chantera et on jouera des instruments. Ça veut dire, c'était tellement clair pour elles que la délivrance était immédiate, imminente, que ça se matérialisait dans le concret. Alors je me souviens qu'une fois j'avais organisé justement, quand c'était en 2014, il y avait Tsuketan, il y avait une opération très très lourde en Israël et beaucoup de décès. Alors avec des femmes, on avait organisé, on avait dit venez, on va fabriquer nos tambourins pour Bezrat Hashem, la venue du Mashiach. Bon, depuis je ne sais plus où il est, il faudrait que je refasse un autre, on fera une séance. Et donc voilà, chaque jour on est confronté à des dilemmes et on doit agir comme la Eshet Raïl et Yocheved de façon déterminée et avec des objectifs clairs en tête. Dès qu'on devra faire des choix, vous allez voir, nos décisions elles vont être tellement limpides qu'on aura autant de force de les appliquer que Yocheved qui à elle seule a eu le cran de défier le plus grand roi du monde entier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?